Nous avons choisi pour commencer cette série de débats la question du corps, l'amour comme une histoire de corps. C'est une définition qui évidemment n'épuise pas toutes celles que nous pouvons donner à l'amour, les expressions sentimentales ou passionnelles, mais on va dire qu'elle est le socle d'une définition minimale. Si toutefois nous pouvons nous accorder là-dessus pour commencer, en disant que l'amour serait le nom que l'on donne à la rencontre des corps sexués dans une société. On pourra remettre en question cet intitulé. En tout cas, c'est-à-dire qu'il engage évidemment l'apparence des corps, le langage physique de la séduction, le vêtement, la nudité, les différentes parties du corps et pas seulement les parties génitales, la répartition des rôles et des statuts sociaux selon les genres, les codes de la féminité et de la virilité, les représentations du couple, voire ses institutions, le mariage, la famille, et bien sûr les valeurs que l'on donne à la sexualité, au désir, et les discours qu'on tient à leur sujet. Alors bien sûr, nous vivons l'amour comme une affaire intime, privée, personnelle, que nous pensons réinventer à chaque rencontre, et finalement peut-être tant mieux que nous le croyions. Mais ça n'empêche pas que ces expressions, ces imaginaires, ces pratiques sont tributaires des conditions matérielles, sociales, culturelles et historiques dans lesquelles nous vivons. C'est ce que nous allons essayer d'éclairer autour de cette table, tout en sachant que cette question historique, nous la posons en même temps au présent, c'est-à-dire aujourd'hui, après, à une époque qui est après les mouvements d'émancipation des femmes des 19e et 20e siècles, après ce que l'on a appelé la libération sexuelle des années 70, après la contraception, après que les femmes ont pu revendiquer « mon corps m'appartient », après que les normes des orientations et pratiques sexuelles se sont diversifiées, après que le désir sexuel, le sentiment amoureux, le couple, l'engendrement se sont dissociés comme différents aspects, pas tous solidaires entre eux, de ce qu'on réunit habituellement sous le terme d'amour. Mais on va se demander quand même si effectivement il y a... nous sommes vraiment dans un après, comme s'il y avait eu un gap à cette époque-là, ou une continuité plus peut-être moins visible, mais plus forte que l'on ne croit. Alors, je vous présente donc mes invités. Mélanie Gourarier, vous êtes anthropologue, vous enseignez notamment à l'EHESS, vous êtes chercheuse au CNRS dans le laboratoire d'études de genre et de sexualité qui est hébergé à Paris 8, ainsi que dans le programme Métropole, qui travaille sur les transformations des familles et notamment des paternités, ce qui est une de vos spécialités. D'ailleurs, c'est un champ de recherche assez pionnier en France, les études de la masculinité, où il n'y a pas encore beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Enfin, si vous allez me dire que si, bien sûr, mais nous ne les connaissons peut-être pas assez. En tout cas, c'est ce qui a fait l'objet de votre thèse, dont vous avez tiré ce livre passionnant qui s'appelle Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, qui est issu d'un long terrain entre 2007 et 2010 auprès du mouvement Communauté de séduction, dont vous nous parlerez tout à l'heure, en France, destiné à coacher des jeunes hommes convaincus de vivre dans une société désormais dominée par les femmes. Et vous nous direz si ces regains contemporains d'une virilité militante est la marque d'une crise de la masculinité, et si oui, laquelle ? Et Georges Vigarello, vous êtes historien. Ce qu'on sait peut-être plus toujours, c'est que vous étiez d'abord un grand sportif, passionné de sport. Vous avez même été professeur d'éducation physique, mais aussi agrégé de philo. Vous êtes un homme complet. Avant de devenir directeur d'études à l'EHESS, vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'hygiène et de la santé, des pratiques du corps. Et vous êtes l'auteur ou le co-auteur de l'histoire de l'hygiène du corps, le propre et le sale, l'histoire du viol, l'histoire de la beauté. Vous avez co-dirigé avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine une grande histoire du corps en trois tomes. Tout cela est au seuil, je le précise pour les éditeurs. Vous avez aussi coordonné une histoire de la virilité, dont nous allons forcément parler, puis écrit aussi une histoire de la silhouette et une grande histoire des émotions, enfin une histoire culturelle de la robe. Alors,
la beauté, le corps, le viol, la virilité, la silhouette, la robe, les émotions. Vous savez dire si vous êtes au cœur de notre sujet. Alors c'est peut-être à vous que je vais donner la parole en premier. Si je vous propose de poser les prémices d'une histoire du corps amoureux ou une histoire de la séduction, par quoi commenceriez-vous? Est-ce que vous commenceriez forcément par l'histoire des femmes ou pas? Oui, enfin, moi je commencerai par l'histoire de la relation et par le fait que la relation, traditionnellement, elle est quand même dominée par la position de l'homme. Et c'est très curieux d'ailleurs, les termes même le disent, vous voyez, des termes qui n'ont plus le même sens aujourd'hui. Par exemple, le mot de séduction, ça m'avait beaucoup frappé quand je travaillais sur les questions du viol et de la violence. Le mot de séduction, dans l'époque classique, c'est-à-dire à l'époque, mettons, de, je sais pas, La Fontaine, Louis XIV, etc., le mot de séduction, il s'entend dans une signification qui est asymétrique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui ne peut qu'être séducteur. La femme subit, si vous voulez. Et ça entraîne d'ailleurs du coup des crimes de séduction, parce que c'est l'homme qui l'a emporté et qui a convaincu la femme finalement de le suivre. Donc il y a bien cette forme qui est très curieuse par rapport à nos repères à nous, où la séduction c'est un partage, si vous voulez. Il y a cette forme qui est très curieuse et qui fait que la position de l'homme l'emporte et entraîne finalement des types de repères, des modes de comportement, des types d'accusations, etc. Mais en revanche, pour revenir un peu en arrière, si vous voulez, et pour partir de la question du corps, et pour sortir aussi, pour ne pas rester uniquement ancré dans une situation qui confronterait hommes et femmes. Le mot amour peut avoir des sens extrêmement variés, y compris l'amour porté aux enfants. Donc, ce qui me frappe, moi, dans ce livre absolument magnifique de Philippe Ariès, qui a été publié dans les années 60, c'est le premier à avoir fait une histoire du sentiment. Est-ce que le sentiment, c'est une histoire? Oui. Théoriquement pas. Des enfants aussi, du sentiment. Oui, voilà, théoriquement pas. La Vierge est le symbole même de l'amour porté aux enfants. Vous voyez. Et puis en fait, ce que montre Ariès, et ça je trouve que c'est absolument magnifique, ce que montre Ariès, c'est que le sentiment, c'est une histoire. Et que l'amour porté aux enfants au Moyen-Âge, c'est pas l'amour porté aux enfants aujourd'hui. Et on revient à l'histoire du corps. C'est-à-dire que face à des enfants dont la vie est extrêmement précaire, il y a même pas la moitié des enfants qui parviennent à 20 ans. Il y a un nombre considérable d'enfants qui meurent avant 5 ans. Donc ce corps fragile qui disparaît, selon Ariès, et je trouve que c'est très subtil, selon Ariès, s'entraîne une forme d'amour qui n'est pas le même que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'investir complètement sur des corps qui disparaissent, qui sont fragiles, etc. Donc il ne faut jamais, je pense, oublier cette relation-là. Alors si j'en viens maintenant, et je suis les suggestions qui étaient les vôtres, mais vos suggestions étaient extrêmement nombreuses, et dans une certaine mesure, elles sont tellement nombreuses qu'elles peuvent nous perdre. Mais si j'en viens à vos suggestions, ce qui me frappe, et cette fois, en m'investissant dans la question de la relation homme-femme, ce qui me frappe, outre la question de la symétrie, c'est-à-dire la non-symétrie, outre cela, je trouve qu'en prenant l'exemple du corps, finalement, le corps dont on tombe amoureux dans les époques anciennes, c'est pas le corps d'aujourd'hui. C'est pas le corps d'aujourd'hui. La façon, par exemple, dont la femme est habillée, c'est très curieux ça. C'est une question absolument passionnante. La façon dont la femme est habillée fait que vous ne voyez absolument pas le corps tel que vous le voyez aujourd'hui. Oui, l'habit, c'est un dispositif complètement d'artifice, complètement construit, complètement technique. L'habit classique ancien, pour les femmes, c'est une robe, si tant est que l'on puisse dire qu'il s'agit d'une robe. En fait, il s'agit d'un haut et d'un bas. C'est un bas qui s'évase complètement à partir quasiment de l'horizontale au niveau de la taille et qui tombe jusqu'au sol en dissimulant totalement les jambes. Et puis vous avez un haut qui est présenté presque comme une tige, vous voyez, avec cette sorte de contradiction par rapport à ce que nous entendons. Nous entendons avant, les corps étaient épais, on aimait les femmes plantureuses, etc. Oui et non. Les femmes devaient être légères, minces. Il doit y avoir une vulnérabilité. Donc vous avez finalement une sorte de buste qui sort très fin. Et puis un visage qui monte et qui émerge en quelque sorte de ce dispositif. Or, si vous regardez avec attention, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est une forme de plante dont le visage est une fleur. Et ça renvoie à un corps qui est hiératique, qui est immobile, qui est un corps de décor,
qui doit en quelque sorte rendre l'intérieur luxuriant, mais qui n'est pas du tout le corps anatomique tel que nous l'entendons. Ça veut dire quoi? C'est extrêmement intéressant comme question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est regardé, c'est le visage. Ce qui est regardé, c'est le visage. Ce qui est regardé, c'est les yeux. Ce qui est regardé, c'est le haut, si vous voulez, avec l'idée selon laquelle c'est dans le ciel que se déroulent les choses les plus intéressantes et les plus parfaites. Voyez. Donc vous avez des poésies, par exemple, même quand vous lisez Ronsard, vous avez mais je pense à d'autres poètes, je pense à Sèvres en particulier, qui écrit un poème extraordinaire sur la femme dont il est amoureux, qui s'appelle Délie. Vous regardez les quatrains, vous ne voyez jamais le corps. Et vous voyez 1000 fois les yeux. 1000 fois. Alors ça aussi, c'est très important, avec l'idée que l'œil vous atteint, que c'est un arc, que c'est une flèche, que vous êtes en quelque sorte saisi par le rayon qui sort du corps et qui vient vous atteindre. Et donc, du coup, ça renvoie à quelque chose qui est très important. Vous ne choisissez pas. À la fois, vous dominez, et en même temps, vous ne choisissez pas. Vous ne choisirez que bien plus tard. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut commencer comme ça, et il faut montrer que c'est au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un échange qui va dans le sens de l'égalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une autonomisation progressive de la femme, avec le fait qu'elle puisse quand même avoir une sorte de liberté de mouvement. Voyez. Et ça, c'est extrêmement lent. Vous avez un premier moment qui est le moment de la Révolution française où effectivement les robes tombent et où il y a une attente d'un certain dynamisme du corps féminin avec l'invention de la valse, par exemple. Magnifique ça. Les corps qui s'échangent, qui se rapprochent, etc. Vous voyez. Et ça, un amour qui devient un amour où le physique est beaucoup plus présent. Bon, très bien. Mais ensuite, ça se referme. Restauration, rigidité, etc. Et puis il y a un combat considérable qui traverse tout le 19e siècle pour aboutir à des corps qui commencent insensiblement à ressembler aux nôtres. Et vraiment le corps qui... Alors ça, je pense que ça intéressera ma partenaire, avec un corps qui commence à ressembler au nôtre, qui est le corps de la garçonne dans les années 30. Vous voyez qu'il y a un corps longiligne, svelte, avec un élancement, avec une disponibilité physique, avec un mouvement, et ça renvoie évidemment au fait qu'on regarde autrement. Et donc le désir s'exprime autrement. Et le désir, finalement, fait participer autrement, je dirais, la dynamique de l'homme, etc. Donc ça, c'est un premier point. Je ne vais pas être long, hein. Mais il y a un deuxième point. Il y a à la fois ce qu'on regarde, et il y a ce qu'on éprouve. Qu'est-ce que disent les gens de ce qu'ils éprouvent? Quand vous lisez Sade, par exemple, vous direz, Sade, c'est pas vraiment l'amour, reconnaissons-le. Mais quand vous lisez Sade, le désir, c'est de l'ordre de quelque chose qui est de l'explosion, qui dure un instant, qui est une sorte d'éclatement, de jouissance hurlante, où il y a très très peu d'attention à l'autre, etc. Et d'attention à son propre corps. C'est quelque chose qui est de l'ordre moi je dirais, une étincelle, si vous voulez. Et puis, au contraire, au 19e, ça c'est très important, me semble-t-il. Au 19e, vous commencez à avoir des auteurs, ils sont assez nombreux, à s'interroger sur ce qu'ils éprouvent. J'étais traversé par des étincelles, je ressentais mon corps autrement, je sentais une chaleur qui montait. Vous voyez, donc là, il me semble, et ça renvoie à un autre problème, qui est celui de l'insensible autonomisation de l'individu. Je pars de moi. Je pars de ce que j'éprouve, je pars de ce que je ressens. Je crois que la grande rupture, c'est les Lumières, à mon avis. Les premiers à essayer de raconter des choses sur la façon dont ils s'éprouvent, je pense à Diderot et quelques autres, qui parlent sur la façon dont ils se représentent leur propre corps, dont ils traduisent des fantasmes. Vous voyez, par exemple, Diderot, le rêve, les mains qui montent au ciel, c'est bon, dans le rêve de d'Alembert. Et puis au 19e, vous commencez à voir, c'est très bien montré par Corbin, par exemple, ça, dans le travail sur le désir, vous commencez à voir finalement des auteurs qui essaient de travailler sur ce qu'ils éprouvent, et ça va devenir de plus en plus net. Et je crois que le texte absolument majeur concernant cette question, c'est Proust. Proust, c'est à partir des années 20, alors donc, mais ça met un siècle pour traverser. Proust est celui qui va analyser l'ensemble de ses sens, à la fois le sens intérieur, les yeux, le goût, l'odorat, le goût. Vous voyez, il est complètement traversé et pénétré. Donc ça fait deux dimensions. Mais en même temps, ce que vous décrivez, c'est toujours un regard d'homme sur la femme, d'une certaine façon. Est-ce que ce n'est pas un biais pour l'historien et aussi pour l'anthropologue? Non, mais vous avez absolument raison, c'est un biais. C'est-à-dire que... Alors, essayons de réfléchir un instant à cette question qui est extrêmement très compliquée, parce que finalement, elles en peuvent parler. Ça, Michel Perrault le montre très bien. Bon, mais réfléchissons un instant à cela. Moi, j'avais été frappé quand je travaillais sur la question du viol. On l'a repris d'ailleurs dans l'histoire des émotions. J'avais très frappé par le fait que l'émotion féminine n'existe pas
y compris, et bien sûr, dans une situation de violence. C'est pas pris en compte, si vous voulez. Le fait, la souffrance possible n'existe pas. La souffrance existante, c'est celle du tuteur. C'est-à-dire, c'est le mari qui est interpellé par le fait que sa femme a été agressée, ou c'est le père, ou éventuellement le frère, etc. Mais c'est pas, vous voyez. Et il y a une conquête de cela. Il y a une conquête où, finalement, ce qu'elle éprouve commence à être vaguement pris en compte, avec des mots qui changent. Par exemple, le mot classique, c'est rapt de violence. C'est comme ça qu'on définit le viol, donc ça veut bien dire que la femme est soustraite, vous voyez. Et puis le mot viol qui apparaît, en revanche, au moment de la Révolution française dans le code des constituants, ça apparaît, viol, donc ça veut dire que ça renvoie à la façon dont elle s'éprouve. Mais ça traverse l'ensemble du XXe siècle, du XIXe, et même encore une grande partie du XXe, pour que l'on commence à prendre en compte ce qui est éprouvé. Un exemple, le grand procès de 78, dans lequel Gisèle Halimi a joué un rôle fondamental, vous commencez à voir apparaître le trauma. Vous voyez, la gravité passe par le fait qu'il reste une trace et qu'elle est en quelque sorte hypothéquée par ce qui s'est passé, et sa souffrance peut l'atteindre à un point tel que les auteurs commencent à dire, et ça je trouve que c'est vraiment très important et remarquable en termes de redéploiement de la sensibilité, les auteurs m'ont dit qu'il s'est produit une mort psychique. C'est la première fois, 78, mais c'est très tard. Vous voyez, par rapport. Alors j'ai encore un autre exemple, si vous permettez, très vite. Concernant le problème des violences, j'ai un autre exemple que je trouve extrêmement parlant, parce que c'est une lente construction de la prise en compte de ce qu'elles éprouvent. Voyez, j'ai un autre exemple. Il y a un cas qui se déroule au XVIe siècle et qui est le suivant. Un homme agresse, c'est peut-être pas le mot qui convient, en tout cas séduit une femme. Et il a séduit jusqu'à ce que cette femme se retrouve enceinte et a un enfant. Alors, l'homme est saisi, vous voyez, parce que le séducteur, c'est quand même dangereux. Donc l'homme est saisi et il est sur le point d'être condamné. Il parvient à s'échapper, il rentre dans les ordres, on le retrouve, etc., il revient, et le procès a quand même lieu. Le procès a lieu. Le procès a lieu et finalement, il parvient à convaincre le jury que, ma foi, il tenait à cette femme, etc. Et donc on le condamne simplement à l'épouser. Bien. Le procès est repris dans une histoire qui est celle de comment je pourrais dire, la reprise de ce qu'on appelle les cas, les grands cas criminels, vous voyez, les grandes causes. Bon, c'est repris au XVIIIe. Vous savez ce qui se passe? Les rôles sont inversés. Pour la première fois, alors évidemment c'est un mensonge, vous voyez, mais pour la première fois, l'auteur va dire la femme est venue devant le tribunal, elle a dit c'est moi qui l'ai séduit, tout revient sur mes épaules, c'est moi qui ai réussi à le convaincre. Donc vous voyez, complètement changé. C'est-à-dire qu'on commence à prendre en compte le fait qu'elle peut aussi être séductrice au sens noble du terme et pas au sens péjoratif. Donc on voit bien là comment, au fond, il y a de l'histoire qui s'inscrit. Voilà. Alors, on va pas arrêter de faire certainement des allers-retours entre l'histoire et le contemporain, mais justement sur cette question du séducteur ou de la séductrice ou de l'asymétrie de la relation de séduction, Mélanie Gourarier, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette communauté de séduction sur laquelle vous avez enquêté, ou précisément le constat de tous ces jeunes hommes, c'est que la symétrie s'est renversée et que il n'est plus question de se faire avoir d'une certaine manière par les femmes. Les femmes ont désormais le pouvoir sexuel et c'est insupportable que les hommes doivent s'y soumettre. C'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Est-ce que vous pourriez un peu détailler justement ce renversement des symétries? Oui. Alors on voit bien, pour m'inscrire un peu dans la continuité de ce que vient de dire Georges Vigarello, effectivement on voit bien à quel point la séduction, la question centrale de la séduction, c'est finalement qui détient le pouvoir et comment ce pouvoir-là va conduire chacun à endosser un rôle spécifique dans le rapport de séduction. Alors les hommes sur lesquels j'ai travaillé, donc moi je suis anthropologue, j'ai fait ce qu'on appelle une ethnographie, donc je suis allée enquêter en direct
auprès d'une communauté qui s'appelle, comme vous l'avez souligné, la communauté de la séduction. Donc il s'agit d'un groupe qui est apparu au tournant des années 2000, dans un contexte un peu particulier, puisque c'était en Californie, au moment où naissait en même temps le développement personnel, donc avec toutes ces questions de coaching qu'on retrouve énormément aujourd'hui, et les premiers réseaux sociaux sur Internet. Donc la communauté de la séduction, c'est un groupe d'hommes qui se réunit entre eux, à la fois sur Internet, et qui discutent un peu des techniques de séduction qu'ils mettent au point, qu'ils élaborent, et en même temps, donc, essayent de mettre au point des techniques de coaching pour transformer les hommes en séducteurs d'exception. C'est ce contexte-là. Alors ça, c'est pour leur, on va dire, leur technique, mais le fond idéologique, c'est l'idée, comme vous le dites, que les femmes aujourd'hui auraient tous les pouvoirs. Donc on est dans un discours qui postule que l'égalité serait aujourd'hui acquise, que le féminisme est obsolète en quelque part, puisque ça y est maintenant, en tout cas du moins en Europe et aux États-Unis, ça y est, sur tous les plans, hommes et femmes seraient égaux. Or, si cette égalité est acquise, il y a un endroit qui résisterait à cette égalité, qu'il faudrait réactualiser pour l'adapter à ce contexte soi-disant égalitaire, ce serait la séduction. Pourquoi ? Parce que les règles qui perdurent dans les rapports de séduction, d'après les membres de la communauté de la séduction, restent celles de la galanterie. Or, la galanterie, c'est la déférence des hommes faite aux femmes. Donc, en gros, c'est accorder un respect, une attention, une considération spécifique aux femmes. Et vous voyez bien la logique jusqu'où ils vont, c'est-à-dire que dans un contexte qui serait égalitaire, pourquoi maintenir ce rapport qu'ils considèrent inégalitaire en leur défaveur, puisque ce sont les hommes qui se rabaissent, en fait, pour mettre les femmes sur un piédestal. Donc leur objectif, c'est d'inverser ce rapport de force, qu'ils pensent en leur défaveur, et faire en sorte que ce soit eux le prix de l'échange, eux la valeur de l'échange. Oui, il y a vous citez des mots d'ordre assez forts. Hein. Allons casser du féministe, mes frères, quand même. Il y en a certains qui disent ça. C'est la phrase un peu extrême de mon livre, mais oui. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont eux-mêmes travaillent leur propre corps. Alors, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans l'histoire de la virilité que vous avez dirigée, Georges Vigarello, mais c'est très intéressant de voir quel modèle physique ils peuvent développer de la virilité. Ils font attention à comment ils sont habillés, ils font attention à leur façon d'être. C'est pas forcément que du bodybuilding comme on peut l'imaginer. Est-ce que vous pourriez détailler même ces précautions même dans la manière de s'habiller, par exemple ? Alors effectivement, et là aussi, je m'inscris encore dans la continuité de ce que vient de dire Georges, c'est la dimension un peu historicisée du corps désirable, donc c'est valable pour le corps des femmes. Hein. Vous l'avez très bien montré en donnant un exemple daté, dans le sens où il correspond à un désir d'une époque. C'est pareil hein, pour les corps masculins désirables. Et ce qui est intéressant quand on fait une ethnographie, c'est qu'aussi il y a la question de l'histoire, mais il y a aussi la question du contexte social. C'est-à-dire que le corps désirable se transforme dans l'histoire, mais dépend aussi de l'espace social dans lequel on se situe. Et la façon dont ils vont développer un corps idéal, un corps d'homme idéal, correspond aussi à une classe sociale tout à fait spécifique. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Et le travail sur le corps est une de leurs techniques majoritaires, et ce travail sur le corps passe par le vestiaire, mais passe aussi par un rapport au sport, un rapport à l'alimentation. Hein. Ils ont des conseils, quasiment des fiches cuisine hein, sur les forums de discussion. Il s'agit d'être sain, donc ils s'inscrivent aussi, ils correspondent tout à fait à l'époque dans laquelle ils se placent, donc avoir une bonne hygiène de vie. Ce qui est intéressant, c'est les règles par rapport à l'alcool. Donc là, on s'inscrit un peu, par exemple, en décalage vis-à-vis d'une virilité plus traditionnelle où tenir l'alcool c'est valoriser. Eux, il n'est même pas question de ça, il est question de ne pas boire. Donc c'est toute l'idée d'intérioriser une forme de contrôle. Je vais revenir sur ce point-là parce qu'il est déterminant. Et il y a aussi toutes les techniques sexuelles, hein, parce qu'ils ils élaborent des stratégies de tension de leur propre corps pour privilégier le plaisir féminin. Alors, si je peux prendre 2 minutes pour parler de ça. Allez-y. Je crois que c'est nécessaire de préciser. Donc,
Je vais peut-être un petit peu vite, hein, n'hésitez pas parce que j'essaie de dire beaucoup de choses en très peu de temps, mais pour passer quelques temps sur la question de la façon dont ils élaborent des techniques de sexualité masculine, leur idée, c'est finalement leur propre plaisir, c'est pas ce qui est important, puisqu'ils veulent être des bons amants pour être des bons séducteurs. Donc là, on est dans une inversion de l'ordre du déroulement, du déroulement habituel d'un scénario de séduction, puisque la sexualité n'est pas l'objectif de la séduction, c'est un des moyens de devenir séduisant. Vous voyez, donc être un bon amant, c'est être un individu séduisant. Déjà, c'est une première chose. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils vont élaborer leur technique. Et finalement, donc leur propre plaisir passe en deuxième plan. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir générer du plaisir sexuel aux femmes. Et là, encore une fois, on pourrait s'imaginer que c'est très bien, bien sûr. Ça veut dire que ce serait un rapport plus égalitaire dans le rapport sexuel. Sauf que quand on s'intéresse à leur discours, on voit bien que finalement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est dominer les femmes par la sexualité, donc générer des orgasmes quasiment incontrôlables pour les femmes, pour prendre le pouvoir sur elles. Alors ce discours paraît quasiment anecdotique et extrémiste, mais en fait on le retrouve dans d'autres espaces, et à d'autres moments. On peut s'intéresser aussi à la question de la régulation de l'hystérie dans ce contexte-là. En tout cas, il y a un lien très fort entre contrôle de la sexualité par les hommes et rapport de genre, quoi, si vous voulez. Et alors, je suppose que vous voulez un détail plus concret de leur technique, donc je vais en donner un. Donc, déjà, ils s'intéressent beaucoup à... Alors, ils ont sur leur site, enfin, sur les forums de discussion, ils s'envoient des schémas pardon, j'ai perdu le mot, mais d'organes féminins, et ils expliquent voilà, où est le point G, puis alors ils ont même inventé un nouveau point qui est le deep spot, qui est un point plus profond, etc. Donc ils montrent avec des flèches, etc. Donc ils donnent comme ça, ils s'informent même quasiment scientifiquement sur comment ça se passe le plaisir des femmes. Et ensuite, ils ont des techniques qui relèvent plus, là encore, des techniques quasiment sportives, etc. Et ils essayent d'apprendre à ne pas avoir d'éjaculation, retenir leur éjaculation, comment faire, alors avec des techniques de respiration, des techniques d'hypnose, etc. Donc ils mobilisent tout ce qu'ils peuvent mobiliser pour, comme ça, pouvoir contrôler leur propre sexualité. Oui, alors ça c'est très étonnant. Quel est comment est-ce que vous l'entendez, vous, Georges Vigarello, quand vous avez travaillé sur l'histoire de la virilité, et notamment, alors c'est pas vous qui avez, c'est Jean-Jacques Courtine qui avait plutôt dirigé le dernier tome sur l'époque contemporaine. Oui, néanmoins, ça vous semble congruent avec le mouvement général? Non, ce qui me frappe, moi je trouve l'exemple non seulement passionnant, mais fascinant, si vous voulez. Et ce que je trouve, c'est que finalement l'exemple croise deux grandes dynamiques d'aujourd'hui. La première dynamique, c'est quand même indiscutablement l'autonomisation féminine. Et la deuxième dynamique, c'est indiscutablement aussi la présence de la légitimité du plaisir, que l'on voit d'ailleurs apparaître, à mon avis, à partir de la fin du 19e. C'est-à-dire la volupté est totalement légitime, possible, etc. Mais ce qui est passionnant dans l'exemple, c'est que finalement ce plaisir, il est exploité à une fin qui renvoie au maintien de la domination masculine. Parce que ce qui se passe finalement, ce que je vais dire c'est un peu banal, mais ce qui se passe, il ne faut pas l'oublier, c'est le fait que dans une immense tradition où la domination masculine relevait de l'évidence totale, totalement indiscutée, c'est même pas l'évidence n'a pas à s'expliciter, n'a pas à se discuter. Bon, dans cet univers où la domination est d'une évidence totale, à partir du moment où la domination se met à être bousculée, contestée, vous avez effectivement une part masculine, et heureusement, qui rentre dans ce type d'égalitarisation, et vous avez une part masculine qui refuse. Et il y a des exemples très importants. Celui-ci en est un, magnifique. Mais il y a aussi cet autre exemple, chez les Américains en particulier. C'est le livre de George Bly qui avait montré ça très bien dans les années 60. Ça s'intitulait L'homme sauvage. Où Bly disait, il faut pas qu'on perde quand même la domination. Donc on va se réunir, on va aller dans les montagnes, retrouver les instincts sauvages, etc. Vous voyez, ce qui est frappant dans cette histoire, que je considère comme ayant quand même un versant un peu tragique, si vous voulez, ce qui est quand même très important et que l'on ne peut pas ne pas relever, c'est cette difficulté du côté du masculin
à accepter le fait que l'égalité est incontournable, si vous voulez. Voilà. Difficulté. Mais les exemples sont multiples. Moi, je me souviens d'une phrase magnifique de Tournier. Tournier disant, mais regardez les sportifs, et en particulier regardez les sportives. Bon. Je m'intéressais au sport et c'est pour ça que j'avais été très sensible à ce propos. Regardez les sportives, elles traversent l'Atlantique, elles sautent à la perche, elles font du marathon. Pourquoi vous continuez de dire qu'il y a de la vérité d'un côté ? Il y a de la vérité de deux côtés. Et ça, la tradition a du mal. Vous voyez, une tradition masculine a du mal. Je donne un dernier exemple, qui est, à mon avis, très frappant. Parce qu'on retrouve ça de façon cyclique dans la mentalité masculine. Je donne un autre exemple. Au moment de la Renaissance, ça nous renvoie très loin, mais quand même, au moment de la Renaissance, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que s'inscrit dans le quotidien, pas pour tous, mais pour beaucoup, une relation plus attentive, la création de la cour au niveau du centre autour du roi. La cour installe une étiquette, installe une façon de se tenir, installe une distance, etc. Installe une autre façon de s'habiller, une possibilité de se parfumer, porter une chemise pour les hommes, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Les vieux barons disent « Attendez, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les hommes deviennent des femmes. » Voyez ? Mais vous trouvez ça même chez Montaigne. Pourtant, Montaigne est du côté, je dirais, vraiment de l'humanisme. Montaigne dit, qu'est-ce que c'est que ces gens qui commencent à utiliser des épées où il faut apprendre à jouer l'épée, alors que, normalement, le combat, c'est la jalousie des courages. Pourquoi ils vont commencer à faire de l'artifice avec leur petits trucs, là, etc. Vous voyez, c'est ridicule. Donc, je trouve qu'il y a cycliquement ce retour-là, où les tenants de la domination ont du mal à accepter que les choses bougent. Et encore, concernant les courtisans, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout les femmes qui ont remis en cause une domination masculine. Simplement, du côté du masculin, il y a une sensibilité qui est apparue, ce qui ne veut pas du tout dire que cette sensibilité est liée au fait que les femmes sont montées. Ils sont restés complètement dominateurs. Voyez, mais c'est très important de voir comment l'ancrage de la domination a du mal à se défaire. Du coup, même l'expression même de crise de la masculinité, comme s'il y avait un moment où la masculinité serait en question, ou serait un peu moins sécure, qui serait liée justement au mouvement disons de la fin du XXe siècle et de l'égalité homme-femme. Ça, c'est une expression un peu que vous remettez un peu en cause dans votre livre, Mélanie. Oui, je la remets en cause. Alors comment je suis venue à cette notion de crise de la masculinité parce que c'était le discours majoritaire que j'entendais à la fois auprès de mes enquêtés, dans les médias, mais aussi dans le champ académique au moment où je travaillais dans le contexte français en plus. Donc la crise de la masculinité, c'était un terme qui revenait à chaque fois et qui était notamment mobilisé par les historiens. Qui observait dès lors qu'un historien s'intéressait à la masculinité, il faisait émerger des discours de crise. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les textes des historiens et je me suis rendu compte qu'effectivement, à chaque fois qu'on s'intéresse à la masculinité dans l'histoire, il y a une inquiétude qui émerge. Et c'était vraiment très visible dans leurs travaux, sauf que comme moi j'ai travaillé sur l'ensemble de leurs travaux, je me suis dit, mince, alors en fait, tout le temps, il y a des discours de crise, quoi. Tout le temps, il y a une inquiétude. Donc, vous voyez bien où je veux en venir. S'il y a une inquiétude permanente, le terme de crise pose question. Est-ce qu'on peut parler de crise quand finalement la menace sur les masculinités, c'est la norme ? Bon. Alors, je me suis dit, bah non, on ne peut plus parler de crise, mais alors qu'est-ce que ça fait du coup ? Pourquoi est-ce qu'on parle de crise ? Et il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est d'une part qu'il est difficile de penser la masculinité autrement que comme problématique. Donc ça, c'est très important parce qu'il suffit de se projeter du côté des féminités et on ne pense jamais la féminité en termes de crise. Donc ça, il faut aussi y réfléchir. Pourquoi ? Et ensuite, j'ai travaillé donc sur la notion de crise de la masculinité, moins comme étant une espèce de symptôme de quelque chose qui n'irait pas, que comme quelque chose de performatif, en fait, qui produit une situation sociale nouvelle. Et ce que j'essaye de montrer dans mon travail, c'est que l'inquiétude permanente permet en fait de reproduire un système justement parce qu'il se croit menacé. Alors je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est-à-dire que, et ça on le voit dans d'autres mouvements réactionnaires, c'est-à-dire qu'on fait croire à la fin d'un système pour en fait le renforcer. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal travaillé en sciences politiques par exemple. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à la notion de crise de la masculinité. Et il me semblait important aussi de travailler sur la façon dont la
transformation des masculinités est un mouvement normal en fait de l'histoire, hein, des processus historiques, et que cette transformation-là n'implique pas nécessairement qu'il y ait un renversement de l'ordre du genre. Alors, il y a un aspect qui est très important dans votre enquête et qu'on retrouve aussi dans l'histoire de la virilité de Georges Vigarello, c'est que les questions de virilité, c'est une affaire d'hommes entre eux. Ça, c'est particulièrement vrai dans cette communauté de la séduction que vous avez observée. Vous parlez même d'homosocialité. Comment est-ce que vous l'avez analysé, même d'ailleurs, le rôle enfin, c'est même pas de l'amitié, c'est vraiment de l'homosocialité. Oui, ça fait un peu barbare comme mot, mais des hommes entre eux, dont finalement l'objectif c'est de se passer des femmes. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une des découvertes de l'enquête, enfin un des plaisirs en fait aussi de l'enquête, c'est-à-dire que finalement de se rendre compte qu'on n'y comprend rien et qu'il se joue tout autre chose que ce qu'on avait pensé, puisqu'effectivement j'avais commencé à travailler sur la communauté de la séduction, parce que ce qui m'intéressait c'était l'hétérosexualité. Et en fait, je me suis retrouvée quasiment pendant 3 ans avec que des hommes entre eux, qui parlaient des femmes tout le temps, mais ils étaient qu'entre hommes. Donc, au bout d'un moment, j'étais obligée de me rendre à l'évidence que j'observais surtout des rapports entre hommes, puisque c'est ça qui se passait sous mes yeux, en fait, des relations entre hommes. Et je me suis beaucoup intéressée au discours, et j'ai trouvé très beau la façon dont il parlait de l'amitié masculine. Et là, j'ai un petit peu analysé dans mon livre le côté très, qu'il était difficile de distinguer langage, un discours de l'amitié et un discours amoureux, et qu'il parlait de l'amitié entre hommes avec un vocabulaire qui relevait de l'amour en fait. Et ça c'était important parce qu'en même temps qu'il valorisait qu'il valorisait l'amitié entre hommes, il dévalorisait le lien qu'il pouvait entretenir avec les femmes. C'est-à-dire que l'amitié entre... Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés, hein, quand on travaille avec des textes des anthropologues. On voit bien à quel point l'amitié entre hommes, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé socialement parce qu'il s'y joue des choses importantes. Alors que là, le rapport aux femmes, c'est pas très intéressant finalement. Une fois qu'on les a séduites, on s'ennuie relativement, on n'a pas grand-chose à leur dire. Et alors, l'amitié entre femmes, là, j'en parle même pas, c'est du bavardage. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement simultané entre la valorisation des sentiments entre hommes et la dévalorisation des sentiments à l'égard des femmes et entre femmes. Et c'est très important parce que qu'est-ce que ça produit l'entre-soi masculin? On l'a vu un peu avec l'affaire des Boys Club, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça fait émerger cette dimension très importante des rapports de pouvoir. Quand on travaille sur l'hétérosexualité, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on travaille aussi sur les relations qui se jouent à l'intérieur même des rapports entre hommes, et que la séduction masculine n'est pas qu'une affaire de relations avec les femmes, c'est aussi une affaire de rapports entre hommes. Il s'agit, alors c'est le sous-titre de mon livre, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Donc s'apprécier, je l'ai pris recouvre se mesurer, mais ça peut être s'aimer, oui. C'est s'aimer et se mesurer. Donc se mesurer, ça c'est une autre dimension importante de mon travail. C'est montrer que finalement, dans cet apprentissage de la séduction masculine, il y a aussi, alors j'emploie pas le terme de rivalité, mais il y a en tout cas une production de hiérarchie entre hommes, c'est-à-dire qu'il y a un modèle de masculinité qui émerge et qui va être valorisé, et d'autres masculinités qui sont considérées comme trop archaïques, trop violentes, trop efféminées, qui sont dépréciées. Tous les hommes ne sont pas en position de disposer des mêmes ressources pour incarner cette masculinité valorisée, et on voit bien à quel point le genre devient une ressource, comme la question de la classe, qui participe à hiérarchiser les individus entre eux. Georges Vigarello, ce qui est très intéressant, c'est que vous faisiez allusion tout à l'heure à Montaigne et à sa vision de l'amitié, enfin, qu'on cite tout le temps comme étant le lieu de l'amitié. Alors j'ai trouvé d'ailleurs dans l'histoire des émotions que vous avez publié récemment, enfin il y a 1 an ou 2, un article l'article de Maurice Domas, qui parle de cette concurrence entre l'amitié et l'amour. Il parle de
la Renaissance. Hein. Et oui. on a l'impression qu'il parle un peu comme vient de Mélanie Bourarier de parler. C'est-à-dire que l'amour est ce qui peut venir consoler d'une grande blessure d'amitié, qui, elle, est vraiment importante, une amitié entre hommes, bien sûr. Bien sûr, oui. Et valorisée, alors qu'aujourd'hui, on dirait plutôt que voilà, les bons copains viennent vous consoler d'une blessure d'amour. Oui. Non, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve très important dans ce qui a été dit, et on a essayé de le montrer d'ailleurs dans l'histoire de la virilité, c'est le fait que la crise est permanente et elle se reproduit. Et elle est liée, je pense, à quelque chose qui est vraiment ancré dans la domination, mais la domination y compris de l'homme sur l'autre. Vous voyez, si vous voulez, la domination générationnelle aussi. Autrement dit, la génération antérieure considère que la génération nouvelle, c'est une génération plus faible, vous voyez, plus douce, etc. Mais en revanche, alors je vais essayer de me lancer dans un propos qui est extrêmement compliqué et qui problématise un peu, je dirais, cette question-là, parce que, à l'évidence, nous ne sommes pas sortis de la domination masculine. Ça, moi, je rejoins ce que vous avez dit. Je trouve que c'est absolument fondamental. Nous ne sommes pas sortis de la domination masculine. C'est une illusion que de se dire « Ah ben non, ça y est, l'égalité s'est installée », c'est pas vrai. Bon, commençons par ça. Voilà. Mais en revanche, ce qui est quand même très important, c'est que, indiscutablement, dans les imaginaires qui campent le masculin et le féminin, les repères ont quand même considérablement bougé. Vous voyez, ça, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Autrement dit, les crises sont toujours présentes, les hommes se sentent menacés, c'est indiscutable. Bon, je vous rejoins totalement. Et en même temps, je ne voudrais pas être en contradiction par rapport à vous. Je voudrais simplement essayer de faire apparaître de la difficulté du raisonnement et de la nuance. Et en même temps, je reviens à ma phrase, indiscutablement, quand on confronte les situations historiques, si vous voulez, l'autonomisation féminine s'est accentuée. Vous voyez, le fait que l'espace public appartient davantage à la présence féminine qu'il n'appartenait auparavant, 1820, l'espace public n'appartient pas aux femmes. Vous voyez, et encore, fin 19e, difficile. Et puis progressivement, ça appartient quand même, c'est quand même présent. C'est-à-dire les cafés peuvent être fréquentés. Donc il se passe quand même ça. Alors vous allez me dire, et je vous rejoindrai si vous me disiez ça, si vous me dites cela, du coup l'homme se sent encore plus menacé. Vous avez absolument raison. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait qu'en même temps, l'espace public est davantage partagé, que les métiers, sans être des métiers égalitaires, sont des métiers qui ont bougé. Vous voyez, on est obligé de prendre en compte cela. Moi, ce qui me frappait, dans cette enquête magnifique qu'avait lancée Bachelot lorsqu'elle était ministre des Affaires sociales, enquête superbe, où elle disait, voilà, il faudrait voir comment ça se passe dans les médias. Qu'est-ce que l'enquête avait montré ? Présence féminine très forte dans les médias. Très bien. Voilà. Du coup, on peut conclure qu'il y a une égalité. Et puis, quand vous regardez la façon dont ça se passe dans les médias, ceux qui interviennent sur le mode de l'expertise, qui interviennent avec l'apport de données qui sont des données liées à du travail intellectuel, à de la proposition, etc., la quantité féminine baisse. Et même dans ces années, je crois que c'est de l'ordre de 2010, quelque chose comme ça, 15%. De présence féminine dans l'expertise. Vous voyez, donc, évidemment, l'asymétrie continue. Mais au sein de cette asymétrie, il y a des choses qui bougent. Moi, c'est ça que je trouve très... Voilà. Vous pouvez répondre, Mélanie, peut-être. Pas du tout, non. Ce que vous dites est en fait un point d'achoppement un peu de ma pensée. C'est-à-dire que c'est très difficile de penser à la fois, effectivement, l'amélioration de la condition sociale des femmes, sans lâcher le fait que la transformation, dans la transformation sociale, il y a toujours une reproduction d'un rapport de pouvoir qui n'est pas forcément visible au moment où on le pense. Et c'est ces deux mouvements à penser ensemble qui ne sont pas faciles. À penser ensemble, voilà. Mais c'est vraiment pour moi une source plutôt d'interrogation que je ne résous pas, si vous voulez. Voilà.
Mais est-ce que néanmoins, par exemple, on était parti sur l'idée que peut-être parler de l'amour comme histoire de corps, ça allait nous faire parler que des femmes. Finalement, on a parlé beaucoup des hommes. Mais est-ce que vous avez l'impression que la manière dont on voit le corps féminin aujourd'hui, d'une façon contemporaine, est plutôt plus sexué, enfin, il y a une sorte de retour de catégories très sexuées pour les femmes qu'il n'y avait peut-être pas dans ce fameux moment de l'indifférenciation des sexes qui a été prôné dans les années 70. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de ce point de vue-là ? Je vais laisser à l'historien répondre sur les évolutions des modèles, peut-être parce que là je maîtrise moins, mais sur plutôt une critique de ce qui s'est passé en 70, peut-être ça je peux répondre, parce que de plus en plus d'études ont montré que la révolution sexuelle des années 70 finalement est un leurre et qu'il n'y a pas eu forcément les avancées à ce moment-là dans les rapports de genre, c'est dans la question, pardon, plutôt non, pour ce qui concerne les femmes, sont plutôt relatives à la contraception, etc. Mais sur la question sexuelle, de la sexualité des femmes, à ce moment-là, on n'a pas encore un imaginaire féminin, on voit très bien dans la culture, en fait, qui se développe et qui serait une sexualité... alors, je ne vais pas dire proprement féminine, parce que je ne veux pas essentialiser, mais en tout cas, on n'a pas encore d'iconographie tellement de ce qu'est un désir féminin. Il suffit de penser à la culture populaire du cinéma des années 70. Alors vous avez les valseuses. Voilà, on n'a pas encore, même dans la pornographie, de femmes en fait qui arrivent à émerger dans ce monde d'hommes et pour montrer leur désir, ou de façon très marginale. Il me semble qu'il y a la révolution de la sexualité féminine est en train d'arriver, où on est en train vraiment de s'interroger sur qu'est-ce que ça ferait si on regardait le monde avec la sexualité des femmes. Qu'est-ce que ça changerait ? Et ça, c'est une réflexion qui est en train d'arriver maintenant, mais qui n'était pas tellement présente dans les années 70. On a plutôt eu l'impression qu'on a une libération du corps des femmes, mais pour le bénéfice des hommes à ce moment-là. Oui, moi je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord, bien entendu. Il reste un regard qui est fortement masculin et à la limite même l'orgasme féminin étant vu sur un mode masculin, si je peux dire. Bon. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une insensible affirmation, d'un mystère qui commence à émerger, si je puis dire. Et moi, ce qui me frappe, c'est, je trouve que le corps féminin, dans une certaine mesure, il a trois statuts aujourd'hui. Vous voyez ? Il a un statut qui n'existait pas auparavant et qui est un statut fonctionnel. C'est-à-dire, je me déplace plus facilement, je dispose de mon corps, je peux m'installer, je peux m'asseoir. Vous savez, avant, s'asseoir, c'était très compliqué, avec ces robes complètement étendues. C'était toute une mécanique, hein, c'est une sorte de mécanique du dessous. Vous aviez ce qu'on appelle la tournure, qui partait, encore dans les années 80 du 19e, hein, qui partait à l'horizontale, et pour pouvoir vous asseoir, on a inventé des systèmes qui ressemblaient à des sortes de parapluies, où vous pouviez tirer sur je ne sais pas quel mécanisme, qui faisait que ça s'infléchissait, vous pourriez vous asseoir. Donc, quand même, bon. Donc il y a un corps qui indiscutablement est devenu plus, à mon avis, fonctionnel au sens de... Et le fameux corset. Comment ? Et le fameux corset. Voilà, le corset qui a sauté, etc. Bon. Ça, c'est un premier repère que je trouve très important. Il y a un deuxième repère qui n'est pas exactement le même ordre, mais qui n'est pas complètement non plus séparé, qui est le fait que je m'autorise d'affirmer ce que je suis. Vous voyez, j'ai une identité, je m'autorise à apparaître comme tel ou tel. Vous avez beaucoup plus aujourd'hui d'affirmations qui sont « mon identité c'est ça, et donc je me présente comme ça, et pas autrement, etc. » Et puis, il y a aussi le fait que je peux être séductrice. Vous voyez, ça donne trois volets. Mon corps est pluriel, si vous voulez. Je peux être séductrice, je ne suis pas la même personne à midi, le matin, je ne suis pas la même personne le soir, etc. Je trouve qu'il y a une mobilité qui est extrêmement intéressante, me semble-t-il, mais c'est vrai que la question de la spécificité, l'affirmation, l'existence d'un désir féminin reste, me semble-t-il, je suis là tout à fait d'accord, sous la forme d'un point d'interrogation quand même aujourd'hui.
Est-ce que la question de l'accessibilité des corps est purement théorique? Enfin, c'est-à-dire, on pourrait dire que nous sommes dans une époque où tous les corps sont accessibles, enfin, à condition éventuellement de demander la permission. Après, ce ne sont que des codes sociaux de conversation, disons. Mais il n'y a pas, a priori, aucun interdit sur l'accès. Est-ce à dire que ça a changé la vision de la disponibilité du corps dans les relations amoureuses, j'entends? Alors là, je vais répondre avec la communauté de la séduction. Ce que je trouvais intéressant quand j'ai fait mon terrain, c'est qu'ils s'imaginaient qu'à leur époque, ils étaient plus contraints, plus que dans les époques précédentes. Donc ils avaient une forme de nostalgie d'une époque idéale où les hommes pouvaient disposer de qui ils voulaient. Voilà. Et notamment dans la drague de rue. Alors ça m'a laissé un peu curieuse parce que je me suis demandé à quel moment est-ce que et dans quelle société finalement on pouvait comme ça aborder n'importe qui, n'importe comment. Et en fait, c'est une construction en fait de l'histoire. C'est une nostalgie d'un temps qui n'a jamais existé parce qu'il n'existe pas de société qui n'ait pas régulé la rencontre à l'autre. Et encore plus que cette rencontre à l'autre, on s'imagine qu'il y a un champ des possibles infini, mais vous allez sans doute l'entendre quand il s'agira de la conférence sur les réseaux sociaux en ligne. Je crois qu'il y a un article dans le catalogue d'une sociologue qui s'appelle Marie Bergström et qui montre très bien, qui a travaillé sur Tinder, Mythique, etc. Et qui participera à la prochaine conférence. Voilà. De cette série. Donc elle le dira mieux que moi, mais je vais quand même un peu spoiler son propos. Donc ce qu'elle montre, c'est qu'on s'imaginait qu'avec Internet, on pourrait accéder à un nombre de partenaires illimités, surtout sortir de ce qu'on appelle l'homosocialité, c'est-à-dire l'homogamie, pardon, c'est-à-dire sortir de son milieu social. En fait, les plateformes reproduisent une forme les conditions de l'homogamie. C'est pareil pour la drague sur Facebook. Il y a toute la question des algorithmes. Donc finalement, l'idée qu'on peut draguer n'importe qui, n'importe comment est une idée socialement et historiquement fausse. Je trouve que c'est une question effectivement très importante parce que si on reprend la tradition, qu'est-ce qu'on voit? La domination étant, je ne veux pas accentuer les nuances, mais la domination étant encore plus forte qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le corps féminin est disponible. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est que si par hasard le corps féminin laisse apparaître le moindre trait de nudité possible, de disponibilité possible, le corps féminin est happé. Il y a un exemple qui est fou, que j'avais cité moi dans l'histoire du viol, qui m'avait frappé, et qui est le suivant. C'est Ménétra, qui est un ouvrier vitrier, c'est un artisan plutôt, un artisan vitrier qui vit en gros à l'époque de la Révolution française. Il raconte l'histoire suivante. Ménétra, c'est intéressant aussi pour le métier, parce que c'est les métiers qui sont un peu incoatifs, on n'est pas soumis à toutes les heures, etc. Mais passons. Donc il traverse le bois de Vincennes, et qu'est-ce qu'il trouve? Il dit, on trouve un nid d'amour. Bon, c'est-à-dire finalement un homme et une femme qui sont dans une position d'intimité assez forte. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour Ménétra que la femme est disponible. Donc que font-ils? Ils agressent le mec, et puis ils consomment, entre guillemets, selon leur propre terme, qui est un terme épouvantable, la présence féminine. Vous voyez? Donc il y a cette idée sur laquelle, si elle montre la moindre vulnérabilité, elle est totalement accessible. Or, le grand paradoxe d'aujourd'hui, que l'on sentait dans les propos tenus précédemment, le grand paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois le corps est plus libre et en même temps, il est quand même indiscutablement plus interdit. Vous voyez, il y a ce passage magnifique de Élias dans La civilisation des mœurs. Élias dit le maillot 2 pièces aurait été insupportable au XIXe siècle. Parce qu'à ce moment-là, la femme se présentait comme disponible. Le maillot 2 pièces aujourd'hui, c'est une forme de liberté de la femme, mais qui renvoie à un interdit. Vous voyez? Donc il y a ce paradoxe-là que je trouve personnellement assez parlant et assez fort. Et c'est vrai que, dans une certaine mesure aussi, il me semble qu'on peut en même temps parler de quelque chose qui est de l'ordre d'une libération.
Peut-être on pourra éventuellement prolonger, se poser aussi la question de l'amour dans tout ça, finalement, l'amour au sens du sentiment. Mais peut-être d'abord compléter ces prémices, ces pistes-là avec vos questions. Il y a des micros qui circulent, enfin qui peuvent circuler. N'hésitez pas à intervenir en vous signalant, pour qu'on puisse enregistrer votre question et bien l'entendre. Alors effectivement, le micro est à votre disposition. Madame. Alors merci, parce que le sujet est intéressant. Mais j'ai autant de points d'interrogation qu'il y a une heure. Ben c'est bon signe. C'est bon signe. Autant. Parce que, monsieur, vous avez dit qu'à l'époque moyenâgeuse, Renaissance, etc., c'était le visage, les yeux, etc. Et vous avez raison, la femme était une fleur, très jolie. Mais quand je regarde les tableaux, ben, je vais vous dire, monsieur, les femmes ne sont pas très jolies. Quand on regarde les tableaux aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus jolies. Donc ça, c'est une réflexion. La deuxième chose, la séduction. Moi, j'aurais tendance à dire, la séduction des femmes, c'est sur leur corps, leur charme, mais la séduction des hommes, c'est pas du tout sur leur corps. Quand vous dites, madame, que devenir un bon amant, alors là, c'est formidable, parce que, si vous voulez, qu'est-ce que les hommes ont à apprendre, hein, si on nous questionnait là, vous avez tout à apprendre, messieurs, tout. Et donc, c'est formidable, là, cette histoire de séduire en étant un bon amant, ça c'est formidable, c'est un progrès formidable. Mais pour moi, les hommes sont séduisants pas du tout par leur corps. Ils sont séduisants par leur pouvoir, par leur fric et par des choses comme ça. Merci, si vous pouvez intervenir, merci. On avait bien dit que la question de la séduction était une relation profondément asymétrique. D'une certaine manière, c'est une illustration. Écoutez, je ne sais pas, moi je voudrais intervenir sur deux points concernant ce que vous avez dit. Vous avez tout à fait raison, quand on regarde la peinture de la Renaissance, au moment précisément où je disais la femme est une fleur, quand on regarde la peinture de la Renaissance, il y a quand même l'accès à une forme de nudité. Mais ce qu'il faut en même temps retenir, me semble-t-il, je dis ça avec prudence bien entendu, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que cette nudité, elle est totalement exceptionnelle, et la vie de tous les jours, c'est le regard sur une femme qui est totalement artificialisée. Par exemple, vous voyez, c'est intéressant de voir les lettres, ce que disent les gens dans leur discours quotidien, etc. Par exemple, il y a un cas qui m'avait beaucoup frappé, qui est un cas beaucoup plus tardif que la Renaissance, hein, qui est un cas des années 80 du 19e, où, dans un livre d'un certain Bertal, qui est très centré sur les représentations, les illustrations, etc., il y a un neveu qui parle de sa tante. Et il a accompagné sa tante chez un couturier, et là, elle a précisément changé de robe, elle a pris ces robes qui sont, comme on dit, qui tombent, vous voyez, qui ne sont plus des robes repartant. Et il dit, mais je ne connaissais pas ma tante, je la vois, je la vois autrement, elle existe autrement. Donc il s'est passé quelque chose, vous voyez, de fondamental. Alors maintenant, concernant le problème du corps des hommes, vous avez aussi raison, évidemment. Je reviens à la question de la domination, de la dissymétrie, etc. C'est fondamental. Mais il reste des critères quand même, vous voyez. Il reste des critères. Que dit Madame de Sévigné lorsqu'elle raconte, donc c'est fin 17e, lorsqu'elle raconte qu'une amie de sa fille s'est mariée avec un comte, peu importe. Elle dit, il a le teint plombé. Ça prouve qu'il sait affronter les choses du dehors, qu'il sait affronter le monde, etc. Et donc c'est une qualité. Il y a une deuxième qualité qui est quand même la taille. Vous voyez, la taille des soldats retenue comme étant un critère de prestance, d'allure, etc. Donc, oui, il y a ce côté psychologique et social qui porte sur le pouvoir, mais il y a quand même ce côté qui me semble relativement indiscutable, qui porte sur l'apparence. Je trouve, je peux me tromper. Hein. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres questions? voilà. N'hésitez pas, le micro est disponible. Attendez, madame, Attendez. peut-être qu'il va y avoir d'autres questions. On va y revenir. Tenez-vous alors. Là. Voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais poser une question. Je voulais poser une question par rapport à si les hommes se rassemblent pour parler des femmes et de leur manière de séduire, etc. Qu'elles jouent quid de la peur de l'autre en fait et du sexe opposé dans l'histoire ou Oui, la question de la peur, effectivement. On a parlé d'un rapprochement qui serait fondé sur le désir, mais quel est le rôle de la peur ou de la... Oui, je comprends votre question. Je vais essayer d'y répondre, mais j'ai jamais pensé les termes de cette manière-là, donc j'avais un petit peu improvisé. Je crois qu'il faut penser la peur. Alors moi, je suis anthropologue féministe. Je pense que c'est important de le préciser. Ça veut dire que je ne lâche jamais la question des rapports de pouvoir. Qu'il s'agisse des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, des rapports de pouvoir entre hommes ou des rapports de pouvoir entre femmes. Il y a toujours la question du pouvoir. Donc, quand vous parlez de peur, et éventuellement de peur à l'égard du sexe opposé à l'intérieur du groupe des hommes, il me semble que cette peur-là ne doit pas être pensée de la même manière qu'on pourra penser la peur des femmes à l'égard des hommes. La balance, si vous voulez, la balance du rapport de genre fait que cette peur-là, il faut l'inscrire dans ce contexte plus large de la réalité sociale et la pertinence sociale de la peur. Et effectivement, par contre, faire une histoire des peurs ou une sociologie des peurs me paraît être une piste tout à fait intéressante. Oui, attendez, au fond là-bas. J'arrive. Attendez. Bonjour, merci beaucoup pour l'après-midi. Juste, voilà, on peut constater qu'on est 80% de femmes là dans le public. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'amour est un truc de femme? À quel moment est-ce que ça a pu se construire comme ça dans la société, ou dans les discours, les journaux intimes, comment c'est lié amour et féminité? Pourquoi est-ce qu'on est autant de femmes aujourd'hui? Alors, nous avions dit, comment est-ce qu'on peut dire que c'est un truc de femme, l'amour? Alors cette question que vous posez, elle est bien. très importante, elle est tout à fait d'actualité, et il y a de plus en plus d'études ou d'ouvrages qui sortent sur cette question. Je pense aux travaux d'Eva Illouz, mais des travaux aussi de vulgarisation plus large de Lee Strömquist. Peut-être que vous vous référez à ces ouvrages-là, cette bande dessinée-là. Donc, si vous ne connaissez pas, Lee Strömquist, c'est une autrice de bande dessinée qui travaille sur la façon dont l'amour est le lieu de la reproduction, de la reine principale de la reproduction contemporaine des rapports de pouvoir. Et je la rejoins parfaitement. Il me semble que dans la façon dont nous sommes socialisés à éprouver des sentiments amoureux, de façon différentielle entre les hommes et les femmes, est un des lieux contemporains vraiment très actuels de la manière dont on se rejoue ces rapports de pouvoir qui se jouent moins dans d'autres sphères qu'avant. Et il y a un enjeu très important aujourd'hui à déconstruire le désir hétérosexuel, mais aussi les sentiments hétérosexuels. Et comment est-ce que finalement, c'est la question que pose Eva Illouz, pourquoi l'amour fait mal? C'est-à-dire pourquoi est-ce que les femmes accordent une place centrale à l'amour, à ce point central que la souffrance amoureuse est le lieu finalement qui va les contraindre le plus, alors même qu'elles ont atteint, pour les femmes dont elles parlent, une autonomie financière. Donc l'absence d'autonomie sentimentale est un lieu important de cette reproduction du rapport de pouvoir. Oui, moi je trouve que c'est très important, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est même dans une certaine mesure fondamentale. Ça renvoie, j'insiste, ça renvoie à deux problèmes. Un, il reste de l'asymétrie, et donc dans cette asymétrie, l'amour, finalement, à l'égard de celui qui a le pouvoir, c'est une façon de se valoriser, donc c'est évidemment très important si par hasard ça ne marche pas. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que dans une tradition qui n'est pas totalement abandonnée, qui n'a pas complètement disparu, la femme, elle est du côté du sensible, elle est du côté au fond du sentiment, si je puis dire. Et donc elle est beaucoup plus emportée dans la tradition, mais encore aujourd'hui,
par le repère qui est celui précisément du sensible. Moi, je renvoie à la façon dont on décrit les corps aussi. Vous voyez, la tradition du corps féminin, c'est une tradition qui est le fait qu'elle est flegmatique. Donc il y a un corps plus mou, plus moelleux, etc. Et donc, dans un certain plus sensible. Bien. Ça, c'est un premier repère. Puis quand les repères changent, quand on commence à prendre en compte des formes de comportement plus solides, plus serrés, plus nerveux, etc., elle est du côté des fibres sensibles. L'homme, c'est la fibre dure, vous voyez, au XVIIIe siècle. Et la femme, c'est la fibre un peu doucereuse, un peu molle. Et puis, aujourd'hui, ça n'a pas complètement disparu. Et c'est pour ça que le problème se pose sous cette forme, me semble-t-il. Entre-temps, il y a quand même eu l'époque romantique et le modèle de l'amour romantique qui a quand même beaucoup marqué et qui a été aussi décrit par des hommes. Et on peut dire des hommes, la figure de l'homme amoureux, mais qui ne serait pas celui du chevalier de la table ronde, mais plutôt de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, par exemple. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui se passe, vous avez raison, ce qui se passe, c'est dont nous n'avons pas parlé. On n'en a pas parlé parce que on est quand même, et je le comprends parfaitement, on est quand même sur une question qui renvoie au problème de la domination. Mais il y a un problème dont on n'a pas parlé, et qui est le suivant. C'est indiscutablement la montée d'une psychologisation qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et le cas de Julien Sorel est magnifique, c'est pour moi quelque chose qui s'amorce lorsqu'il reconnaît que l'amour qu'il porte à cette femme, dans une certaine mesure un peu inaccessible, ça grandit son âme. Mon âme, finalement, s'ouvrait et pouvait rentrer dans des formes, les termes de Stendhal sont superbes, je les ai un peu oubliés, dans des formes d'elle, diaprée, etc. Elle sortait. Bon. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème de psychologisation. Et il y a du coup un problème, disons, de diffusion, d'extension de la sensibilité, de prise en compte de la façon dont les gens s'éprouvent, si vous voulez. On ne peut pas nier, la psychologie, ça s'invente en gros de façon savante à la fin du 19e siècle, et puis ça progresse, vous voyez. C'est pas par hasard qu'on s'intéresse à l'inconscient, etc. Donc, aussi bien hommes et femmes sont concernés par ça. Regardez la façon dont on s'intéresse aux enfants, complètement différente de la manière dont on s'intéressait auparavant. On les prend comme des êtres qui existent et qui ont une sorte de pré-personnalité. Et ça a des conséquences, bien entendu. C'était très bien senti dans le livre d'Elisabeth Badinter, XY, où elle disait qu'il y a des hommes qui commencent à être sensibles, ça pose un problème, au sens où c'est peut-être un des signes d'une lente égalitarisation. Hommes sensibles, soyez avisés. Oui, le livre d'Yvan Jablonka qui est paru au printemps, là. Non, à l'automne. Oui. Oui, mais qui s'inscrit dans une sorte de crise de la masculinité assez aussi. Bon, il y a un côté. Moi, je trouve il y a un côté. Les gars, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. C'est sympa. Enfin, on est content. Oui. Il faut que je parle du livre de Jablonka. Non, pas forcément. Mais c'est sur cette question du sensible. Enfin, le lieu commun qu'on peut avoir en tête, c'est quand les hommes entre eux parlent des femmes, ils parlent de leur conquête sexuelle, et quand les femmes entre elles parlent des hommes, elles parlent de psychologie. Ça, voilà. C'est un lieu commun. Il y a peut-être un point important, qui m'intéresse en ce moment, c'est qu'on a souvent opposé un modèle féminin qui doit apprendre à exprimer ses émotions, donc qui sait exprimer ses émotions, qui est plus empathique, etc. Et en disant, là je parle de la façon dont on a pensé la masculinité, parce que c'est une réflexion que je mène en ce moment, à la façon dont les hommes auraient été éduqués à retenir leurs émotions, à ne pas les exprimer. Je pense que c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention, sans doute, à la façon dont il y avait une manière masculine d'éduquer aux émotions, mais il n'y a pas eu une suspension, jamais, des émotions masculines. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est quelles émotions s'expriment légitimement du côté des hommes, et quelles émotions sont considérées comme illégitimes pour les hommes. Et ça va avec la question du sentiment amoureux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une période historique où effectivement, dans la littérature, on voit bien des héros masculins qui sont en proie à des sentiments passionnels extrêmement puissants,
mais qui sont souvent aussi porteurs de création, alors même que pour les héroïnes, on voit plutôt que c'est une forme de destruction de leur identité. Et donc, voilà, il faut aussi regarder tout ce que produisent ces émotions et ce que permettent ces émotions. Je pense. C'est vrai que les grandes femmes amoureuses finissent soit mortes, soit je au pense couvent. à Madame Bovary. Madame Bovary ou Madame Princesse de Clèves. Ou Héloïse. D'autres questions? Oui, là-bas. Moi, j'ai une question plus sur l'actualité et sur justement la position de la femme. On parlait tout à l'heure de la libéralisation de la femme pendant les années 70, etc., qui finalement n'en était pas vraiment une sur le côté sexuel, en tout cas sur sa vie sexuelle. Du coup, je voudrais faire un parallèle entre notre ère actuelle, où il y a beaucoup, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, de prise de parole sur le mouvement féminisme, sur Instagram, etc. Et du coup, la question que je me pose, c'est vous, de votre point de vue historique, etc., est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment dans une nouvelle ère du féminisme qui va amener de nouvelles choses, mais peut-être donner de nouveaux droits aux femmes ou accentuer davantage l'égalité homme-femme sur des cas concrets? Parce que là, aujourd'hui, on parle de tous les mouvements féministes, etc., mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu de vrais changements structurels dans notre société par rapport à ça. Donc ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère qui va changer foncièrement quelque chose pour nos générations à venir sur les droits de la femme et sur l'égalité homme-femme, ou est-ce qu'on est juste sur une surmédiatisation d'une tendance du féminisme qui va potentiellement s'amenuiser au fur et à mesure? Je ne sais pas. En fait, c'est vraiment une question. Je me sens vachement concernée de par mon âge et ma génération par rapport à tout ça. Et là où je nuance un peu tout ce propos du féminisme, même si je suis très sensible, c'est juste de me dire, est-ce qu'on n'en fait pas des caisses sur quelque chose où c'est juste un peu de l'ego, d'avoir envie de se mettre en avant, alors je ne vais pas dire se mettre en avant en tant que femme, mais se revendiquer, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des actes derrière qui vont être menés pour ça et qui vont avoir une vraie répercussion sur nos générations à venir? Ben oui, bien sûr, Mélanie, je pense que c'est beaucoup adressé à vous. Alors, surtout que moi, je pense que là encore, ça c'est la question, attention au sens de l'histoire, à mon avis. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, donc il y a une dizaine, tout petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et parmi mon groupe de copines, j'étais quasiment la seule à me revendiquer comme féministe, et je ne pouvais pas le faire dans ma sphère plus largement, le soir, quand je sortais. Quand je disais que j'étais féministe, c'était un gros mot, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que c'est très difficile de se déclarer comme féministe au tournant des années 2010, quoi. Ce qui n'était pas le cas dans les années, je pense au moment, dans les années 80. Il y a ce qu'on appelle des vagues, c'est les vagues féministes. Et là, on assiste effectivement à une vague. Alors, moi, ça fait à peu près 4-5 ans que les choses ont changé à une vitesse incroyable. Même les recherches sur les masculinités, je le vois à mon échelle. Hein. Ne serait-ce qu'en termes de population qui viennent assister à mes conférences, quoi. Bon, alors certes, j'ai sorti mon livre, mais bon, quand même. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui changent, qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont uniquement législatives, mais je pense que le changement le plus profond va être dans ce qu'on considère, ce qu'on appelle, à mon avis, un peu des questions d'empathie. C'est-à-dire que je pense que tout ce qui sort sur les affaires sexuelles transforme les psychés individuelles au fur et à mesure sur qu'est-ce que c'est qu'un rapport égalitaire dans la sexualité, sur la question du consentement. Je pense que des pratiques qu'on considérait toute cette zone grise, en fait. Je ne parle pas du viol, je parle de cette zone grise où finalement on construisait nos désirs aussi dans un rapport hétérosexuel violent, c'est-à-dire que il y avait une soumission du plaisir féminin au plaisir masculin qui entraînait des pratiques violentes, et que ça, c'est en train, effectivement, de ne plus être acceptable. On voit bien que c'est cette histoire-là, c'est-à-dire que ce qui était acceptable à un moment donné, ce qui se disait pas, et ce qu'on considérait comme étant l'état des choses, donc on le faisait, on s'en plaignait pas, etc., aujourd'hui est inacceptable. D'avoir un premier rapport sexuel à 15 ans quand on est une jeune fille, où on est
soumise à faire une fellation alors qu'on ne l'a pas choisi, etc. C'est des choses qui sont inacceptables, mais qui étaient de l'ordre de l'initiation sexuelle des jeunes filles avant, vous voyez. Et ça, c'est une transformation. Vous avez une émission en ce moment sur France Culture, je crois que c'est sur la question du consentement, qui est très intéressante, où ça montre ce changement-là des initiations. Mon avis? Moi, je pense que c'est précisément le seuil de l'intolérable qui se déplace. Ça a été très bien dit à l'instant. C'est le seuil de l'intolérable qui se déplace. Autrement dit, ce qui était supporté ne l'est plus. Et ça renvoie à des formes de domination qui ne sont plus supportées. Mais des dominations, vous voyez, je renvoie à la montée de la psychologisation. Des formes de domination qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, hein. Il y a deux problèmes. Il y a un problème du rapport, je dirais, de domination au sens général du terme. Il y a des dominations qui ne sont plus supportées, des situations de travail, des situations d'éducation, des situations de rapport entre adultes-enfants. Ce qui était logique dans la manière d'imposer quelque chose ne l'est absolument plus. Et donc ça renvoie évidemment à des notions nouvelles. Harcèlement moral, harcèlement professionnel, des notions qui n'existaient absolument pas, qui ont mis du temps à se constituer, et qui se sont véritablement constituées que dans les années 90. Bon, ça c'est un point, et ça concerne tout le monde. Et puis ensuite, il y a évidemment la question du rapport homme-femme, où un certain nombre de comportements qui semblaient relativement acceptables, normaux, etc., sont devenus radicalement insupportables. Et donc ça renvoie très bien à ce qui se passe en ce moment autour de MeToo, etc. Est-ce qu'il y a... Oui, encore. Bon, alors, attendez, je vous donne le micro. Ah, Madame. Ben oui, voilà, Non, mais il faut que tout le monde... Alors, puisse est-ce avoir que la le parole. fait qu'il soit devenu insupportable, c'est un mouvement qui va aller en continuation, ou bien c'est aussi une vague qui va redescendre, changer C'est extrêmement difficile de répondre à cette question, parce que très difficile de faire de la prospective, vous voyez. Moi, spontanément, j'aurais tendance, mais je suis optimiste, moi, spontanément, j'aurais tendance à penser que l'égalitarisation est quand même en marche. Bon, et je suis peut-être pas d'accord avec la personne pour laquelle je partage beaucoup de points de vue. Bon, j'ai tendance à penser qu'il y a une dynamique qui va dans le sens de l'égalitarisation. Simplement, elle est loin, elle n'est pas là, la domination continue absolument d'exister. Mais c'est un mot magnifique, le problème de la domination, parce que, indiscutablement, ce que l'on voit quand même progresser, c'est une exigence d'autonomie, de la part aussi bien de l'homme que de la femme. Il y a une exigence d'autonomie. Alors ça renvoie parfois à des individualismes qui sont complètement illusoire. Vous voyez, l'idée que vous allez trouver la voiture qui vous convient, l'idée que dans telle publicité vous êtes exceptionnel, l'idée que parce que vous le valez bien, tout ça c'est largement illusoire. Bon, très bien. Mais c'est en même temps le signe du fait qu'il y a une exigence d'autonomisation qui croît et qui fait que je décide par moi-même et je ne dois pas être dépendant de l'autre. Alors que quand vous lisez les textes ou quand vous voyez les situations du 19e, bon, ben, le fait d'être domestique était d'une évidence absolue. Et puis les domestiques, elles ont commencé à dire, oui, il et elle, mais surtout elle, malheureusement. Il va dire, attendez, est-ce que je suis corvéable à merci? Est-ce qu'on ne va pas installer des horaires? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est produit là. Et je pense que hommes et femmes sont concernés aujourd'hui par cela, évidemment. Dans la mesure où la domination continue de s'exercer sur la femme, ce sont elles qui sont dans une position la plus difficile, bien entendu, je ne le nie pas. Oui, oui, là-bas. Vous pouvez passer le micro, tenez. Moi, je voulais juste répondre par rapport à se demander si c'est une mode ou pas. Alors, je suis pas bien vieille, je pense que je suis un tout petit peu plus vieille que toi, peut-être. J'ai 25 ans et donc on a commencé... j'ai commencé... Bon, pardon, excuse-moi. Bon, non, mais en tous les cas, je sais pas, tu vas me dire dans ces cas-là si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai senti... Vous pouvez faire un match, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas du tout un match, au contraire, c'est plutôt un message d'espoir. Moi, j'espère que vraiment, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que, notamment avec le mouvement MeToo, etc., ça a beaucoup libéré la parole des femmes, et notamment des jeunes femmes, où on est quand même dans le début de notre vie amoureuse, dans le début de notre vie sexuelle, et où on s'est rendu compte avec effroi qu'on avait toutes été
qu'on avait toutes été des victimes d'agressions sexuelles plus ou moins dures, difficiles et voilà, à des échelles différentes, mais que pas une seule de mes amies, et moi compris, n'étions passées entre les gouttes justement des agressions sexuelles. Mais en même temps, justement, cette parole qui est libérée, ça permet aussi, moi je trouve, d'en parler avec nos amis hommes et de leur faire prendre conscience aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en marche. Après, bon voilà, évidemment, selon aussi la classe sociale, voilà, on ne va pas se le cacher, mais enfin, vraiment qu'eux aussi se rendent compte que si toutes leurs copines, en fait, toutes leurs amies, elles ont été victimes de ça, bah, ils en connaissent forcément, voire peut-être qu'eux-mêmes en font partie, sans, j'espère, pour la plupart, sans vraiment s'en rendre compte en fait. Mais vous voyez, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ça renvoie au projet que j'ai eu moi, quand j'ai commencé à travailler sur la question du viol. Il n'existait pas d'histoire du viol dans les années 80-90. Et ce que je percevais, c'était le problème suivant, c'était que commençait à être prise en compte une violence qui était extrêmement particulière, qui était à la fois une violence physique, bien entendu, mais qui n'était pas seulement une violence physique, qui était une violence psychologique, qui était une violence qui consistait à nier l'autre. Et j'avais conclu ce livre, je ne veux pas du tout prétendre qu'il serait prémonitoire, ce serait ridicule, mais j'avais conclu ce livre en disant, c'est la violence de notre temps. C'est la violence qui est considérée comme la plus importante. Parce que c'est celle qui bafoue, vous voyez, c'est celle qui bafoue l'autre. Et cela... c'était pas totalement considéré comme ça dans les périodes précédentes. Donc il y a bien quelque chose qui a changé. Non, mais ce que je veux dire, si vous, évidemment, vous avez raison. Quand vous lisez les textes, je ne veux pas être long là-dessus, mais quand vous lisez les textes classiques, le viol, ça renvoie à une accusation gravissime, ça mérite la roue, etc. Oui, mais quand vous regardez la jurisprudence, il y a toujours des systèmes pour échapper au fait d'être condamné. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui justifie au bout du compte. Oui. Comment ? Mais justement, la façon de penser comme... Oui. Voilà. C'est-à-dire la question du féminicide, de la façon... Mettez dans le... La façon, vous dites, je parle pour toute la salle, vous dites que le viol est une arme. Donc la façon de penser le viol comme une arme et comme un outil de la domination masculine, c'est une façon... Oui, je vous rejoins, madame. Oui, je vous rejoins, madame, mais ce que je pense, Georges est en train de dire et que j'essaye de dire aussi, c'est que cette manière de concevoir, donc de conceptualiser le viol, est très contemporaine. On ne le pensait pas comme ça avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, c'était pas la même chose, mais vous voyez la nuance ? C'est-à-dire que, alors, j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit le viol comme une arme d'extermination massive, quoi. En gros, quoi. C'est-à-dire de guerre massive, pardon. C'est-à-dire que, oui, mais ça, on ne le pensait pas comme ça. Il y a encore, je ne sais pas. Non, ça ne veut pas dire que ça ne produisait. Comment ? On ne le pensait pas comme ça. Oui, mais ça n'a jamais été pensé comme ça. Oui, mais ça n'a jamais été conceptualisé comme ça. C'est-à-dire que ça faisait ça, mais qu'on se rende compte que ça faisait ça, c'est récent. Voilà. Si vous permettez, je prolonge un instant, parce qu'évidemment, je suis d'accord, on fonctionne en duo, ce qui est magnifique. Non, mais prenons un exemple. Prenons un exemple où je suis évidemment d'accord avec vous. Vous lisez Brantôme, donc un texte du XVIe siècle, et Brantôme dit... finalement, la conquête d'un pays, c'est aussi la conquête des femmes, c'est une façon de posséder le pays, c'est une façon de la servir, etc. 1000 fois d'accord avec vous. Bien. Continuons et lisons cette fois les textes juridiques. Que disent les textes juridiques ? Ils disent, il y a, je ne veux pas être long, mais il y a un rapt de violence et il y a un rapt de séduction. Bon, le rapt de violence, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le viol. Et le rapt de séduction, c'est le fait qu'un homme... Je reviens à ce que je disais au tout début de nos entretiens, c'est le fait qu'un homme parvienne à convaincre une femme de le suivre et éventuellement d'avoir une relation intime avec lui. Très bien. Que disent les textes ? Les textes disent, mais un viol, un rapt de violence, c'est évidemment très grave. C'est soustraire la femme à l'autorité, etc. C'est en plus avoir un acte de violence. C'est évidemment très grave. Puis ça, c'est sortir des repères divins, c'est transgresser, c'est avoir une attitude de luxure, etc. Tout ce que vous voulez. Mais le rapt de séduction est encore plus grave. Parce qu'il s'agit là de soustraire l'âme de la personne. Et donc
de l'emporter intrinsèquement. Alors que, vous savez, le viol, le rap de violence, ben oui, mais ça touche le corps, et puis après ça s'oublie. Or, aujourd'hui, ça ne s'oublie pas, ça ne s'oublie pas, ça détruit quelqu'un. C'est ça l'immense changement. Voilà, merci. Y a-t-il des questions par ici là? Une dernière question. Oui, tenez. Et puis... Donc, la dernière question, c'est ça? Ben, si. Bon. Tout à fait. Oui, c'était pour dire à Monsieur Vigarello que la dimension psychologique est très importante. Moi, je fais partie de la génération de 1980. J'avais 20 ans, 25 ans. J'ai lu Hélène Sixtus, j'ai lu le deuxième sexe, j'ai lu Catherine Clément. Donc, je me suis remplie de toutes ces idées nouvelles de ma génération. Et intellectuellement, j'ai intégré, et psychologiquement, j'ai vécu tout autre chose que ce que j'avais imaginé à travers ces livres. Donc c'est pour dire que la maturité entre la pensée, l'intégration et la maturation psychologique est très longue, et que nous sommes à l'orée. Donc je ne sais pas ce que j'ai transmis à ma fille, mais sans doute je lui ai transmis l'idée d'aimer, mais il faut qu'elle, maintenant, elle interroge qu'est-ce que c'est que cette idée d'aimer avec ces éléments nouveaux de domination et de paroles qui se créent. Voilà. C'était juste un petit témoignage pour... Merci pour ce témoignage. Peut-être qu'il se passe de réponses, parce qu'il est très intéressant en tant que tel. Enfin. Bon, écoutez, on arrête là. On arrête. Oui. Mais madame, vous pouvez... Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est un commentaire? Je vous écoute. Vous pouvez lui donner un micro? Rapide. Moi, j'ai le même âge que madame, et je dois vous dire que j'ai de nombreux amants. Je garde un merveilleux souvenir de mes nombreux amants. J'ai toujours un consentement, et donc je suis surprise que vous abordiez ensemble la notion de violence, la notion d'autonomie, la notion de consentement. Est-ce que ça veut dire que maintenant, la jeune génération, les hommes, ils les poussent à faire des fellations, il les pousse à les embrasser profondément, etc. Moi, ça ne m'est jamais arrivé et j'ai eu de nombreux amants. Est-ce que la génération a changé? Ça serait terrible, ça. Parce que vraiment, je suis surprise. Hein. Si ça change, c'est pas terrible. Hein. On va vous laisser le mot de la fin. Avec cette question ouverte. Mais... Ce qui change, ce n'est pas tellement les pratiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est inacceptable. Et vous avez de la chance, madame. Voilà. Merci à tous. Moi, je vous remercie beaucoup. Puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Voilà, c'est ça. Même heure, voilà. même lieu.